Marie, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de, je suis ravi qu'on se retrouve ensemble pour parler d'un sujet probablement très d'actualité, puisqu'on veut Mmh, parler de facilitation et de complexité. mmh, Euh, Peut-être qu'on peut directement enchaîner. Tu es une vraie Québécoise, donc. oui. Et c'est quoi ton parcours qui est en lien avec la facilitation et la complexité? A priori, maintenant, ce que je fais, c'est que j'accompagne des managers puis des équipes à mieux naviguer dans la complexité avec intelligence collective et collaborative. Mais où j'en suis arrivée là, moi, si tu veux, j'ai une formation de base en psychosociologie de la communication, qui est l'étude et l'intervention auprès des petits groupes. Et ensuite, j'ai fait une maîtrise à l'ENAP en analyse et développement des organisations en gestion. J'ai toujours été inspirée par le fait euh, de soutenir, d'accompagner les gens pour leur mieux-être dans les organisations. Puis aujourd'hui, je te dirais, dans les organisations, mais aussi de façon générale, dans la communauté puis dans la société. C'est comme si mon champ d'expertise s'était Mhm. élargi. Alors, j'ai commencé ma carrière à l'ENAP. J'ai travaillé 10 ans pour l'ENAP comme consultante en développement organisationnel. Je donnais de la formation, je faisais de l'accompagnement de cadre, j'animais des groupes de co-développement. Parce qu'il faut dire que moi, quand j'ai terminé mes études, il y a quand même près de 25 ans, là, quand j'ai terminé mes études, j'ai fait mon mémoire de maîtrise à l'ENAP sur le coaching. C'était le début du coaching. Hein. On commençait à peine à en parler. Puis mon superviseur de mémoire de maîtrise était Adrien Payette, qui est l'instigateur avec Claude Champagne du groupe de co-développement professionnel. C'est Donc, amusant. moi, là, l'accompagnement, je suis tombée dedans, je dirais, quand j'étais petite, là, quand j'ai commencé ma carrière. Et donc, j'ai fait ça pendant 10 ans en étant consultante avec l'ENA. Puis ensuite, j'ai eu des enfants, mon chum, on s'est installé à la campagne et je me suis trouvé un poste dans le réseau de la santé et des services sociaux québécois. Et j'ai donc été engagée à titre de conseillère cadre en développement organisationnel et formation. Et là, je me suis occupée du soutien des gestionnaires et aussi des personnes dans leur développement au niveau de l'entreprise. Et comme j'ai toujours été une passionnée du management, je me suis beaucoup préoccupée du changement de culture de gestion qui s'opérait dans les organisations avec l'adoption d'approches d'amélioration continue puis d'innovation. Et j'ai fait 8 ans dans le réseau de la santé jusqu'au moment où il y a eu une grosse réorganisation. Et quand il y a eu cette réorganisation-là, l'organisme pour lequel je travaillais, qui était la Caisse, l'Association québécoise d'établissements de santé et services sociaux au Québec, a fermé ses portes et j'ai décidé de revenir travailler à mon compte. Donc, depuis 2015, je travaille à mon compte, puis je fais de l'accompagnement, puis toujours en coaching, puis tout ça, puis j'ai plus orienté mes activités vers la complexité. Puis il faut dire que j'ai écrit un livre aussi avec ça. Qui s'intitule? La gestion réinventée, l'avenir est entre vos mains. Puis, en fait, il porte sur les travaux que j'avais réalisés sur le changement de culture de gestion qui devait s'opérer dans l'organisation avec les approches d'amélioration continue puis d'innovation. Et Et voilà. Et depuis ce temps-là, ben, je soutiens ouais. des cadres et des équipes dans ces dynamiques-là. On avait déjà eu un entretien ensemble, justement dans le cadre de tes interviews sur la gestion réinventée. Mm. Et, et donc, on avait échangé sur la festation dans le contexte de la gestion réinventée. Et donc là, revenons à la complexité. Alors, pour toi, c'est quoi au juste la complexité de ton... Maintenant qu'on sait d'où tu parles, qui Mhm. tu es, d'où tu parles, pour toi, la complexité, c'est quoi? OK. Bien, je vais essayer de l'aborder de façon pratico-pratique, OK, pour mettre un peu une image autour de ce que c'est que la complexité, mais une image un peu plus concrète. Euh, dans les organisations, puis je vais parler d'organisation, là, je vais prendre un exemple au niveau des organisations. Dans les organisations,
aujourd'hui, nous, on dit les gestionnaires, là, vous dites les managers, là, mais les managers et leurs équipes rencontrent toutes sortes de situations. Ils vont rencontrer des situations qu'on va dire simples, des situations qu'on va dire compliquées, des situations qui vont être complexes, puis parfois des situations qui vont être chaotiques. Ça, quand je vous dis ça, là, je fais référence au modèle Canavin de Dave Snowden. Et on rencontre toutes sortes de situations, mais ces situations-là n'ont pas les mêmes caractéristiques, si bien qu'il faut être capable d'agir différemment selon l'une ou l'autre. Puis il faut s'adapter à chacune de ces types de situations-là. Alors, je vous explique c'est quoi parce qu'on va mieux comprendre c'est quoi une situation complexe en parlant des quatre. OK? Alors, si je prenais par exemple la problématique de la pénurie de personnel dans les organisations, je pense que c'est quelque chose qui doit exister en France aussi actuellement. Alors, la pénurie de personnel, puis si je le prends au niveau d'une expertise que j'ai quand même beaucoup développée, moi, qui est le réseau de la santé et des services sociaux. Alors, la pénurie de personnel, si on prend une situation simple, on peut parler que les gens vont rencontrer différentes situations où, dans le fond, les causes de cette situation-là sont vraiment bien connues, puis les effets qu'on veut obtenir par rapport à cette situation-là sont vraiment très prévisibles. C'est ce qu'on appelle une situation simple. Fait que souvent, par exemple, je veux faire, au niveau de la pénurie de personnel, je veux peaufiner mes entretiens de sélection. Bien, c'est l'univers des best practices. On sait comment faire un bon entretien de sélection pour attirer du monde dans notre organisation, attirer les bonnes personnes, puis on va faire référence aux best practices. Fait que ça, c'est un peu la notion d'une situation simple qu'on va rencontrer dans l'organisation par rapport à la pénurie de personnel. Si on est dans une situation compliquée, c'est une situation où, si tu veux, les causes de la situation sont compréhensibles et les résultats sont quand même relativement prévisibles. Là, on va parler plus des bonnes pratiques. Fait que si je prends un peu, si tu veux, une procédure de dotation dans une organisation, OK, on est dans le réseau de la santé, on essaie d'engager des infirmières parce qu'il y a une pénurie de personnel. Notre processus de dotation, il va être compliqué. Il ne sera pas simple, il va être compliqué parce qu'il va mettre en œuvre différentes personnes. C'est-à-dire que probablement qu'on va faire affaire avec les écoles qui vont former les infirmières pour aller chercher les jeunes qui sortent de l'école, puis les amener en stage. Ensuite, on va passer des entrevues, on va leur faire une certaine intégration à ces jeunes-là, on va passer des entrevues, puis on va les répartir dans l'organisation pour qu'ils puissent se développer, puis finalement, peut-être éventuellement intégrer l'organisation. Là, on parle des bonnes pratiques, c'est-à-dire que c'est un petit peu plus compliqué que la recette qui est dans la situation simple. C'est un petit peu plus compliqué, mais c'est encore contrôlable parce que tout le monde est un peu expert de la situation. À l'école, ils sont experts de leur domaine. Dans l'organisation, les gens qui font la dotation sont experts. Ils vont tous faire le processus de dotation. Puis, on va s'arranger pour intégrer les gens dans l'organisation. Tu me suis jusqu'à maintenant? OK. J'étais en train de me dire que tout à l'heure, tu avais utilisé aussi le terme best practices pour les situations simples et que quand tu dis il y a une différence entre les recettes et les bonnes pratiques, j'aurais voulu que tu creuses. Qu'est-ce que tu entends en termes de différence sur recettes et bonnes pratiques? Bien, les best practices, c'est la recette. OK? C'est une pratique qui est... c'est une pratique que tu es sûr que tu vas arriver... Si tu l'exerces, tu es sûr que tu vas arriver aux résultats escomptés. Ça, c'est vraiment la best practice. Là. Il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de marge d'erreur. La bonne pratique, vu que le système est un petit peu plus compliqué, on sait que c'est une bonne pratique, mais les résultats, disons qu'on peut on est garant de les atteindre à 90% ou à 95%. Mais c'est pas genre la recette où j'applique la recette puis je sais que ça va être 100% réussite. Okay. La bonne pratique, c'est que je vais m'en inspirer. On sait que ça fait partie des bonnes choses, mais il reste une petite marge d'inconnu. Ça marche? OK. Fait que ça serait plutôt la situation qui est compliquée. La situation compliquée, elle fait appel à des experts
qui contrôle assez bien la situation. Une situation complexe, c'est une situation où les causes de cette situation-là sont difficiles, sont pas bien compris encore, OK? Puis les résultats qu'on veut atteindre pour régler cette situation-là sont quand même pas mal imprévisibles. On ne les connaît pas vraiment. Dans une situation compliquée, les experts connaissent assez bien les causes, puis qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Mais dans une situation complexe, l'expertise, elle ne suffit pas. À un moment donné, c'est que les causes ne sont pas bien identifiées, puis on ne sait pas non plus exactement à quel résultat on va arriver. Fait que là, on tombe dans, si j'illustre mon histoire de pénurie de personnel, là, au lieu de penser au processus de dotation qui fait appel à de l'expertise, puis qu'on pense qu'on va bien réussir notre processus de dotation, j'associerais la complexité, par exemple, à l'intégration puis la rétention du personnel dans l'organisation. Parce que dans la rétention du personnel dans l'organisation, ça ne suffit pas d'être expert de la dotation puis du processus. OK? Souvent, les gens qui sont responsables de la dotation dans les organisations, on les tient aussi pour responsables de la rétention du personnel dans l'organisation après qu'ils ont été dotés. Mais en réalité, il y a beaucoup plus d'acteurs que ça qui sont responsables de cette situation-là parce qu'il faut avoir fait un bon processus de dotation, mais il faut aussi que l'employé qui intègre l'organisation, il soit bien accueilli dans l'équipe dans laquelle il va travailler pour pouvoir être stimulé, puis aimer son travail, puis être formé. Il faut qu'il soit aussi bien supervisé avec le gestionnaire qui va faire la supervision de cet employé-là. Okay? Il faut que lui-même, il soit motivé parce qu'on l'a mis dans un secteur d'activité qui l'intéressait plus qu'un autre secteur d'activité, si bien que en fait, la réussite du processus de rétention ne dépend pas juste des experts en ressources humaines qui font la dotation. Elle va dépendre d'un plus grand nombre de personnes dans l'organisation. Puis ces gens-là, s'ils ne sont pas arrimés ensemble, bien, ça se pourrait qu'ils ne réussissent pas. Donc, il n'y a pas une recette pour réussir la rétention des employés dans l'organisation. Là, l'expertise, elle ne suffit pas. Il faut qu'on se parle entre nous pour trouver qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour mieux réussir à retenir notre monde parce qu'on a besoin de monde, puis on est en pénurie de personnel. Alors, tu me suis par rapport à la complexité? Alors, je suis impatient de voir qu'est-ce qui se passe dans la situation chaotique. Ben voilà. Alors, dans la situation chaotique, ben voilà, c'est la pandémie. Alors, dans la situation chaotique, on est en pénurie de personnel. Il y a des processus de dotation qui mettent un peu d'ordre là-dedans pour engager du monde. Il y a des situations complexes parce que dépendamment de où les gens sont engagés, où ils vont, puis comment ça se passe, est-ce qu'ils vont rester ou pas. Puis à un moment donné, il arrive une pandémie. Une pandémie là, qui vient dans ce processus-là, c'est qu'en fait, là, on ne peut plus distinguer réellement quelles sont les causes de la situation parce que là, c'est le chaos. Puis les résultats sont absolument imprévisibles. OK? Alors, si on regarde la pandémie chez nous, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, la pandémie a mis une pression énorme sur le personnel dans le réseau de la santé, ce qui fait que, puis il y a des employés qui sont tombés malades. C'était pas prévu, ça, là, qu'il y ait des employés qui tombent malades, qui rajoutent aux besoins au niveau de la pénurie de personnel. Et qu'est-ce qu'on fait dans une situation chaotique? Bien là, dans une situation chaotique, ce n'est pas le temps de réfléchir aux causes puis qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Il faut essayer de stabiliser le plus rapidement possible la situation. Puis nous, ce qu'on a fait au Québec, dans la situation qui était chaotique par rapport à ça, parce que dans ce qu'on appelle nos CHSLD, c'est nos centres pour personnes âgées, là, on a eu des gros problèmes au niveau de pénurie de personnel, si bien que le gouvernement est obligé de faire appel à l'armée pour venir soutenir dans les centres pour personnes âgées, pour redonner un certain équilibre à la situation pour pallier à la pénurie de personnel. Alors là, on comprend que c'est une mesure qui est
complètement en dehors de ce qu'on aurait pu imaginer. Imaginer. Mais on a essayé de stabiliser la situation, puis éventuellement, une fois qu'elle est stabilisée, bien là, on va, dans le temps, maintenant, essayer de mettre en mesure des procédures et des façons de faire qui vont permettre d'assurer quand même qu'il y ait une certaine attractivité pour travailler là, qu'il y ait des bons processus de dotation, puis qu'on soit capable de garder notre monde comme il faut. OK? Si je reformule, Marie, de manière rapide, hein, donc tu as bien distingué les situations simples, compliquées, complexes, chaotiques, en disant que situation simple, eh bien, finalement, on avait très facilement accès à une recette qui nous permettait de faire face à une difficulté simple. Oui. Dans la situation complexe, il faut qu'on fasse appel à la bonne personne qui peut être un expert qui va nous dire quoi faire. Là où l'est, ça peut mettre en relation plusieurs experts de différents domaines. Ouais. Voilà. Et la situation complexe, c'est que au final, on a tout un tas de personnes impliquées et on a besoin de réfléchir ensemble, travailler ensemble, co-construire ensemble une solution qu'on n'aurait pas difficilement pu imaginer seul. Oui. Et dans la situation chaotique, ce que j'entends, c'est que c'est plus simplement des personnes, c'est carrément des... On change d'ampleur et c'est potentiellement tout un tas de parties prenantes, y compris des parties prenantes auxquelles on n'aurait jamais imaginé. Ton exemple de l'armée dans le cadre de... Oui, puis je te dirais que la façon de réagir à une situation chaotique est beaucoup plus directive. Là, on n'est pas de l'ordre de la facilitation, ce n'est pas le temps de discuter, c'est le temps de stabiliser la situation. Alors, il y a quelqu'un comme nous, comme on a vu, hein, il y a quelqu'un qui a dit, là, on va aller chercher de l'aide auprès de l'armée. Puis ça, nous, c'était notre premier ministre au Québec qui a fait cette demande-là pour soutenir pendant un certain temps les centres d'hébergement pour personnes âgées, parce que là c'était le chaos. Pas tous, pas tous les centres, mais certains centres qui étaient touchés plus spécifiquement par la pandémie. En tout cas, c'était très éclairant ton exemple sur ce qui s'est passé dans les hôpitaux, parce que même si on n'est pas on travaille pas dans ce secteur d'activité, ce qui est mon cas par exemple, avec toute l'actualité autour du Covid-19, on arrive assez bien à s'imaginer ce qui a pu se passer, encore que assez bien, je ne suis pas sûr, mais on arrive à s'imaginer, notamment les questions de pénurie d'employés. Alors, merci pour cet éclairage, Marie. Faisons maintenant le lien avec la facilitation. Oui, mais avant de faire le lien avec la facilitation, il y a quelque chose que je voudrais clarifier avec toi. C'est que tout à l'heure, tu m'as dit, une situation complexe, c'est une situation où il y a différentes personnes, puis ces gens-là doivent réfléchir puis imaginer ensemble. En fait, une situation compliquée aussi. Tu sais, admettons qu'on est dans une organisation, puis qu'il y a des experts de différents domaines, différents secteurs d'activité. On peut très bien, avec eux, les mettre ensemble et qu'ils fassent l'analyse de la situation qu'ils ont à résoudre ensemble, pour éventuellement trouver des solutions ensemble qui vont leur permettre de résoudre la situation compliquée. Mais là, ça fait appel à leur expertise. Ils vont analyser la situation sous l'angle de leur expertise. Tandis que dans une situation complexe, c'est l'expertise, il n'y en a pas tellement parce que c'est le genre de situation où il y a des experts, mais il n'y a pas que des experts qui sont impliqués dans cette situation-là. Si je fais l'exemple avec ma rétention, tu avais des experts en dotation, mais tu as aussi le personnel de l'équipe qui fait l'accueil de la nouvelle personne qui va influencer la situation selon sa façon. Ce n'est pas un expert en dotation, mais ces gens-là vont avoir un rôle très important, par exemple, sur la rétention du personnel. Hein? Tu as bien fait de repréciser. Merci. Et pour moi, la facilitation, on peut faciliter dans des situations compliquées, puis on peut faciliter dans des situations complexes. Sauf qu'on ne facilitera pas de la même façon parce que c'est deux paradigmes, c'est deux façons de penser complètement différentes. Dans une situation compliquée, la façon de penser, c'est la façon de penser qui est traditionnelle, c'est-à-dire où c'est les gens qui ont des expertises, c'est eux qui décident. Donc, en général, c'est un processus de décision qui est assez vertical. OK?
C'est des gens qui vont voir à travers la lunette de leur expertise. Donc, c'est quand même en silo. C'est relativement une réflexion en silo. Et comme ils sont spécialistes, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont faire plus un mode traditionnel, une logique de planification. Ils vont diagnostiquer une situation ensemble, OK? Et ensuite, ils vont imaginer des pistes de solutions à partir de leur diagnostic d'experts, puis ils vont faire un plan d'action avec des étapes, avec des échéanciers, puis avec les objectifs à atteindre et avec des indicateurs de résultats. C'est la méthode traditionnelle dans les organisations. OK? Ça, dans une situation compliquée, ça fonctionne très, très bien. Mais dans une situation complexe, on est complètement dans un autre univers. C'est-à-dire que le paradigme est complètement différent. C'est-à-dire que, premièrement, tu n'as pas personne qui peut contrôler le système complexe. Un système compliqué, là, tu peux avoir un responsable du projet à la tête de ça, qui va coordonner les différents experts, puis on va faire un plan de match, un plan d'action pour atteindre nos objectifs qui sont prévisibles. Mais un système compliqué, tu ne peux pas avoir quelqu'un qui est à la tête de tout ça parce que la responsabilité, elle C'est est complexe, tu veux partagée. dire? Hein? Oui, situation complexe, tu veux dire? Complexe, oui. La Oui. responsabilité, elle est partagée. Et comme la responsabilité, elle est partagée, c'est transversal. Donc, on vient avec un leadership qu'on va dire horizontal, OK? Où tu n'as pas quelqu'un qui peut diriger puis contrôler d'en haut les activités parce que chacun dans le système est responsable d'une partie. Alors, il faut voir le système beaucoup plus comme un tout et beaucoup moins en silo. Fait que ça, c'est une autre des différences dans le système complexe. Et tout à l'heure, ce que je disais, c'est que dans un système complexe, il y a de la prévisibilité, on fait un plan de match, mais dans pas un système complexe, dans un système compliqué, il y a de la prévisibilité, on fait un plan de match. Dans un système complexe, on ne peut pas faire un plan d'action parce qu'on ne connaît même pas les résultats exactement qu'on va atteindre. On est dans une logique d'émergence. Puis la logique d'émergence, c'est une logique où on accepte qu'on ne connaît rien sur la situation, on prend le temps ensemble de l'explorer, puis une fois qu'on a bien exploré la situation, puis qu'on a bien compris l'interaction entre les différents acteurs, les impacts les uns sur les autres, les impacts de l'environnement sur le tout, c'est là après qu'on va commencer à réfléchir, à imaginer des nouvelles possibilités ensemble, puis qu'on va mettre dans l'action. Mais comme on n'est pas dans la certitude, les solutions qu'on va avoir trouvées, c'est des solutions qu'on va mettre en action très rapidement, puis on va les tester dans la réalité. On est vraiment loin du plan d'action bien déterminé avec de l'expertise. On va tester nos idées graduellement dans l'action, puis par réitération, rétroaction, on va voir si nos idées sont bonnes, puis on va progresser lentement vers des solutions. Mais on n'est pas du tout dans la même logique d'approche. Alors, à mon point de vue, puis là, on peut en discuter, mais à mon point de vue, un facilitateur peut faciliter une situation complexe en aidant les gens à faire un diagnostic, un plan d'action pour qu'ils atteignent des résultats, puis en aidant au suivi de ça. Mais un facilitateur peut aussi aider à solutionner une situation complexe en accompagnant les gens dans le processus d'émergence, puis en les aidant à progresser doucement vers des résultats qu'ils n'auraient pas imaginés avant. Bien, bah, écoute, là on rentre dans le vif du sujet, facilitation et complexité. Ouais. Moi, j'aimerais réagir par rapport à ça. En, en t'écoutant, je me disais, ben, il est évident que dans une situation complexe, euh, il y a un travail d'inclusion bien plus important. Tu donnais l'exemple tout à l'heure par rapport à ce qui se passe dans les hôpitaux sur le manque de personnel, que finalement, potentiellement, dans une situation complexe, on aurait besoin de gens qui sont dans plein de strates et dans de services différents, que ce soit la personne qui fait l'accueil, que ce soit un chef de service, etc. Et donc, potentiellement, des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler sur tu vois, sur un même terrain d'échange. Euh, Exact.
Et donc, le travail d'inclusion dans une situation complexe, en tout cas, en t'écoutant, c'est ce que ça fait résonner en moi, est bien plus crucial que dans une situation compliquée. On pourrait imaginer qu'on se retrouve finalement avec des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble dans une situation compliquée, là où dans une situation complexe, on risque d'avoir quand même une variété d'acteurs bien plus grande, qu'on risque potentiellement d'avoir un groupe plus grand, et puis surtout, et c'est pas une petite affaire, c'est que on n'est plus dans une logique de un atelier ou une Non. rencontre. On rentre nécessairement dans une logique de suite d'actions collectives, enfin suite de rencontres collectives, parce que sinon t'as pas, tu, tu, tu peux pas aboutir, comme tu l'as dit, c'est un temps d'émergence, donc c'est un émergence, donc ça prend du temps. Il faut que déjà le collectif se mette au diapason, puis ensuite qu'il avance ensemble, et qu'évidemment ça peut pas se faire en une rencontre. Donc ça amène une dimension temps plus longue dans la résolution que sur la complexité, la situation compliquée, pardon. Ben, c'est Voilà, sûr que c'est ce sur quoi je voulais rebondir, tu vois, en t'écoutant, c'est ça qui m'est apparu, quoi. ben, tu as tout à fait raison. Puis, tu sais, c'est sûr que, premièrement, dans une situation compliquée, tout le monde est habitué de fonctionner comme ça. OK? C'est un paradigme qu'on a tous intégré. Mais dans une situation complexe, ce n'est pas un paradigme qui est naturel dans nos organisations. Alors, moi, je trouve que l'enjeu d'inclusion dont tu parles, premièrement, il y a aussi dans les organisations un enjeu de pouvoir qui est associé à ça. Parce que tu as toutes sortes de personnes qui sont soit experts de domaine ou soit qui ne sont pas experts, mais qui jouent un rôle crucial dans l'atteinte des résultats. Et il faut que tout le monde soit traité à égalité dans un système où tu peux très bien y avoir là-dedans des experts, des superviseurs, des employés, des clients, pour bien comprendre toute la dynamique de ce système-là. Donc, au niveau des enjeux de pouvoir, c'est très, très important. Puis là, ben, j'imagine aussi, on va aborder la notion de la posture, évidemment, du facilitateur là-dedans, sur comment il va favoriser justement cette inclusion-là dans un univers où on sait qu'il existe aussi des enjeux de pouvoir, des intérêts différents selon les différents groupes, etc. Fait qu'il y a il y a aussi cette dimension-là. Et, et la notion des leaders, Oui, parce que l'attitude d'un leader dans une situation complexe n'a rien à voir avec l'attitude d'un leader dans une situation compliquée. exact. C'est-à-dire que dans la situation complexe, le leader doit incarner quelque part cette inclusion dont on parlait à l'instant, et il doit avoir cette ouverture d'esprit sur le fait que, un, ça va être long, que deux, on ne sait pas du tout ce qu'on va construire ensemble parce qu'on ne sait même pas encore exactement quelles sont les raisons de pourquoi on en est ici. Et Mhm. donc, ça demande une ouverture d'esprit du leader qui est quand même, qui est finalement pas si commun. Non, qui n'est pas commun, puis qui est un réel enjeu pour lui. Parce que il y a une chose aussi, c'est que ton leader, là, ou admettons c'est un manager, parce qu'on peut avoir toutes sortes de leaders, mais admettons c'est un manager. Ton leader, si on lui incombe la responsabilité du résultat du processus qui va amener à régler la situation complexe, OK? Il faut comprendre que quelque part, il n'y a pas le... Je veux dire, il n'y a aucun contrôle là-dessus. Là. C'est tout le monde qui doit progresser ensemble, puis tout le monde doit agir pour qu'on atteigne les résultats escomptés. Fait que si on lui incombe à lui la responsabilité, ça va tout de suite amener des biais par rapport à sa façon de fonctionner parce qu'il va vouloir contrôler la situation. Parce que si ça ne fonctionne pas, il va se faire taper les doigts. Fait que déjà, il faut qu'au niveau contextuel dans l'organisation, que l'on reconnaisse Bien sûr. qu'un manager qui se retrouve à être facilitateur dans une situation complexe, on ne peut pas le rendre individuellement imputable, à moins qu'au début du processus de facilitation,
ils disent aux gens, ben écoutez, je sais qu'on est tous à travailler ensemble, mais au bout du compte, c'est moi qui est imputable. Et étant donné que je suis imputable, je vais me garder un droit de réserve par rapport aux décisions qui vont être prises. Puis là, il va l'annoncer au début du processus de facilitation avec le groupe, tu sais. Mais il va falloir qu'il l'annonce à un moment donné parce que sinon, il va toujours être pris bien coincé dans sûr. cette imputabilité-là. Là. Ouais. Mm, Alors, mm, mm. normalement, il faudrait aussi que, d'une certaine façon, que les dirigeants des organisations comprennent que si on fait face à une situation compliquée, on peut agir d'une telle façon, mais si on fait face à une situation complexe, bien, il va falloir accepter de réfléchir et de penser autrement le pouvoir puis l'imputabilité dans Mm. l'organisation. Et par voie de ricochet, ça va interroger aussi la valeur ajoutée du manager ou du leader versus celle des équipes. Puisque si tu rentres dans une situation complexe et qu'on part du principe que le manager n'est plus imputable de la résolution parce que c'est quelque chose de collectif et que ça va émerger du collectif, à ce moment-là, le collectif est en droit de se dire bah, il n'y a peut-être plus autant d'écart sur nos positions les uns et les autres. Finalement, on est tous responsables. Finalement, on va tous contribuer à la résolution. Donc, pourquoi il y aurait autant d'écart de rémunération entre toi et nous, par exemple? Ou Je dis pas, pourquoi c'est un exemple que je donne. Hein, oui, ou pourquoi. Et finalement, c'est quand même aussi, ça vient questionner, puis je pense que les entreprises libérées euh, vont vers là aussi, mais ça vient questionner l'idée même euh, de, de, de- du rôle de superviseur ou de manager dans ces ben oui. situations-là. Pas nécessairement ailleurs, mais dans ces situations-là, ça vient les questionner. Puis même le manager peut se questionner lui-même sur c'est quoi sa réelle valeur ajoutée dans une situation complexe. Puis c'est pas de Absolument. décider lui-même, tu sais. Mm. Non, c'est un vrai questionnement du management. Et même, tu l'as très bien précisé à l'instant en disant, c'est pas toujours des situations complexes. Il y a des situations compliquées où c'est très bien d'avoir un manager comme on l'a toujours imaginé. Sauf qu'il me semble que nous allons dans un monde de plus en plus complexe et où les situations sont de moins en moins compliquées pour être de plus en plus complexes. Et donc, Ouais. non, qu'est-ce que tu En n'es fait, pas d'accord j'ai avec ça, une on petite dirait? hésitation par rapport à ça parce que je pense, écoute, puis là, j'ai pas, j'ai pas d'auteur, j'ai pas personne pour m'appuyer là-dessus. Là, c'est une réflexion personnelle, mais moi, j'ai le sentiment que nos situations compliquées, c'est des situations qui ont été à l'origine complexes. Mais on les a organisées, on a mis de l'ordre un peu dans le désordre, puis à un moment donné, on a développé une certaine expertise. Mais je pense que réellement, il y aura toujours des situations complexes parce que c'est des situations qui sont nouvelles, puis qui nous amènent à nous étirer puis à devenir meilleurs. Mais il y a des situations qu'on a toujours maîtrisées qui sont devenues à un moment donné plus compliquées parce qu'on a développé l'expertise. Tu sais. Donc, si l'année prochaine, on a une pandémie de Covid-20, peut-être qu'on sera juste dans une situation compliquée. Ben moi, je dirais que là, on est dans le chaos, puis que l'année prochaine, on sera peut-être dans le complexe Ah oui, oui, tu as raison. Oui. pour éventuellement Et puis devenir dans des 5 ans, experts de peut-être gestion que… de la Ouais, pandémie, tu ouais, sais. ouais, absolument. Mais en tout cas, moi, je le vois comme ça, puis je trouve que l'enjeu, là, un des enjeux incroyables, c'est que c'est aussi dangereux de vouloir régler, faciliter une situation compliquée, mais en adoptant une posture d'émergence qui aurait fait l'affaire dans une situation complexe, que de faire le contraire, que de vouloir régler une situation complexe en adoptant une posture traditionnelle que j'aurais dû, Mm, qui me permettait de faire face à une situation compliquée. C'est comme mm. des poupées russes. Moi, je le vois, puis par rapport à mon expérience de la gestion, tu sais, je regarde, là, il y a 25 ans, la gestion, le manager, c'était quelqu'un qui faisait de la supervision puis qui était plus directif. Puis moi, quand j'ai commencé à m'intéresser, dans le fond, à l'accompagnement puis tout ça, on voyait qu'il y avait le manager coach, là, tu sais.
qui commençait à plus se soucier de l'humain, de son développement. Alors, il y avait la dimension performance, gestion de la performance, puis il est venu après gestion de la personne, de son développement, de sa réalisation, avec plus une approche coaching, tu sais. Bien, puis maintenant, on dirait qu'avec la complexité, puis qu'on est de plus en plus conscient qu'il y a ça, on dirait qu'il est en train d'apparaître un nouveau rôle de gestionnaire, qui serait le gestionnaire, à mon point de vue, facilitateur. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas être superviseur, puis qu'il ne doit pas être coach. Mais il doit être les trois. Et je pense que, dans le fond, la fonction elle-même, elle se complexifie actuellement. Parce qu'il doit gérer le rendement à certains moments, les situations simples, les situations compliquées. Il doit faire du coaching pour soutenir la réalisation, la mobilisation, le bien-être des personnes. Et il doit aussi aider à je dirais, à aller plus loin, à se dépasser dans la résolution des problèmes complexes. Et pour moi, c'est un troisième rôle qui s'ajoute, puis c'est une complexité une complexité du rôle de manager, puis surtout parce que toutes les habiletés d'un manager dans une situation compliquée, qui sont plus traditionnelles, sont paradoxales avec les habiletés qu'on va lui demander dans une situation complexe. Je vous donne un exemple. Quand on fait de la planification, là, on est dans un mode contrôle, on est dans un mode plan d'action, on sait où est-ce qu'on s'en va. Quand on est dans une situation d'émergence, c'est le contraire. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. On connaît le processus qu'on va emprunter pour finir par arriver à des résultats, mais on ne connaît pas les résultats, on ne connaît pas les actions qu'on va mettre à l'avant sur le terrain. Alors, dans le premier cas, il faut que je sois une personne, dans une situation compliquée, il faut que je sois un manager qui sait où il s'en va, puis qui donne son assurance parce qu'il rassure tout le monde parce qu'il a le contrôle de la situation. Puis dans une situation complexe, il faut que ce même manager-là fasse comprendre à tout le monde qu'on ne sait pas où on s'en va, que c'est normal, qu'on va faire des erreurs, qu'on va se rattraper, mais qu'un jour, on va y arriver. C'est quelque chose, là, parce que c'est plus c'est pas un type de manager ou l'autre, c'est que maintenant, les bons managers, là, il faut qu'ils sachent comment bien agir dans une situation simple, dans une situation compliquée, dans une situation complexe, puis dans une situation chaotique. Tu vois, c'est amusant parce que quand on a beaucoup parlé des entreprises libérées, il y a toujours un point sur lequel j'étais intuitivement très en retenue, c'était ce discours qui consistait à dire on n'a plus besoin de managers, on supprime tous les managers. Et moi, ça m'a intuitivement semblé une hérésie parce que je ressentais au contraire que plus on allait vers une organisation complexe dans son fonctionnement, et plus on aurait besoin de gens qui servent de guide, en quelque sorte, qui sont capables de jongler sur ces différentes casquettes. Et en revanche, j'étais tout à fait alerte sur le fait que le management allait se complexifier. Et je me demandais, on s'écarte peut-être un petit peu du sujet, mais on parlait de gestion réinventée au tout début de notre échange. Et comment ça se passe dans ces entreprises qui ont réinventé leur gestion, hein, donc qui ont complètement repensé leur modèle de management en interne. Et est-ce que ce rôle du manager tend vers cette complexification, ou est-ce que carrément les entreprises ont fait le choix de supprimer le rôle de manager? Oh, écoute, moi, sincèrement, je ne suis pas une spécialiste des entreprises libérées, là. Absolument pas, parce que moi, quand j'ai travaillé sur la notion de la gestion réinventée dans les organisations, c'était dans des organisations très traditionnelles. C'est des organisations de type réseau de la santé, fonction publique, parapublique, municipale, mais qui se retrouvent devant des enjeux où
ils devaient améliorer leur façon de faire, puis innover pour s'adapter à un environnement qui est toujours changeant. OK? Donc, moi, j'ai travaillé essentiellement avec des structures traditionnelles, OK? Mais qui devaient, d'une certaine façon, développer une certaine souplesse pour mieux s'adapter à leur environnement changeant parce qu'ils devenaient complètement inadéquats. Et ce que mes études m'ont amené à percevoir, c'est que si on veut être une organisation qui fait de l'amélioration continue puis de l'innovation, OK, il faut changer son paradigme de gestion. Puis là, quand j'avais écrit mon livre sur la gestion réinventée, je démontre bien qu'il y a comme 6 défis de changement pour changer son paradigme de gestion d'une gestion traditionnelle qui, dans le fond, ressemble aux situations compliquées, à une gestion réinventée qui ressemble, dans le fond, aux situations complexes. OK? Puis, dans le fond, les défis qui avaient été identifiés là, dans le cadre d'une recherche sur ce changement de culture-là, on les retrouve maintenant là, au niveau de l'évolution de la gestion. Tu sais, sortir des silos, travailler en réseau, travailler en mode collaboratif, intelligence collective, faire de l'émergence plutôt que de la planification, avoir une vision plus durable. Tu sais, c'est tous des éléments où il y a cette transformation-là. Fait que moi, je n'ai jamais abordé la chose sur... mais là, j'en ai même perdu ta question, mais je ne suis pas tu sais, je peux pas commenter les entreprises libérées parce que je les connais très peu finalement. Alors, je te pose la question autrement. Est-ce que dans les organisations que tu suis, est-ce que tu sens la prise de conscience autour de la complexification du rôle du manager? OK. C'est tout un enjeu. Pas vraiment. Pas vraiment. Moi, j'ai le sentiment qu'on ne comprend pas bien, que tu vois déjà la distinction qu'on a fait là, entre les 4 types de situations. Ouais. On ne comprend pas bien ça dans les organisations. Et donc, c'est un petit peu le chaos parce que on développe une approche qui se veut un peu polarisée. On veut des gestionnaires qui sont juste d'une certaine façon parce que c'est la mode, parce que c'est vers là qu'on doit s'en aller. Mais dans certaines situations dans l'organisation, ce n'est pas efficace. Et j'ai l'impression qu'on ne comprend pas bien cette distinction-là de nos façons d'agir qu'on doit avoir par rapport aux différentes situations. Il y a un autre élément aussi que j'observe, c'est que souvent les nouvelles tendances sont beaucoup pratiquées au niveau de l'action, au niveau opérationnel dans les organisations. OK? Tu sais, les approches d'amélioration continue, d'innovation qui vont me permettre de faire de l'émergence ou même de résoudre une situation complexe, c'est beaucoup au niveau opérationnel. Là, tu sais, on rencontre des problèmes complexes. Alors, les gens qui travaillent au niveau opérationnel, ben, ils sont formés sur toutes sortes d'approches d'amélioration continue puis d'innovation. Puis ces approches-là les amènent à changer de thinking, changer de façon de percevoir, puis de penser, puis d'agir au niveau de leur gestion. Mais ce que j'observe souvent, c'est qu'ils apprennent des nouvelles choses, puis ils ont envie de les mettre en action, mais souvent au niveau des hautes directions qui travaillent peu au niveau concret des opérations, qui sont plus dans le stratégique, bien, malheureusement, ils sont restés à un niveau traditionnel. Ils ne perçoivent pas cet enjeu-là, ce glissement-là qu'il faut faire. Et s'ils donnent des ordres ou ils font des commandes, des fois qui vont aller à l'encontre de ce que les gens devraient faire sur le terrain s'ils rencontrent une situation complexe. Ils vont dire, admettons, je vais te donner un exemple concret, là, sur le terrain, admettons, on dit, ben, on rencontre une situation complexe, on va faire un processus en émergence, OK? Mais au niveau décisionnel, en haut, on va dire, non, non, moi, je vais avoir des résultats, je veux exactement savoir ce que vous allez faire, ça va être quoi vos indicateurs, puis ça va être quoi votre plan de match. Alors, on envoie une double contrainte aux gestionnaires parce qu'ils ne peuvent pas le faire parce que la situation est complexe, mais d'un autre côté, on leur impose on leur impose des façons de faire qui ne marchent pas. Mais c'est normal, les gens en haut, ils veulent rendre compte des résultats.
Ils sont imputables auprès des ministères, puis tout ce que tu veux, tu sais, ils sont imputables. Alors, eux, ils veulent avoir des résultats, puis ils veulent avoir des plans d'action, mais c'est pas ça qu'il faut faire sur le terrain. Très, très clair. Avant que je te pose la dernière question, Marie, Ouais. moi, j'aimerais te faire un retour à ce stade. On approche la fin de notre échange. Et ce que je retiens de notre échange, c'est vraiment cette notion de distinguer la manière dont on intervient en tant que facilitateur. Évidemment, je parle en tant que facilitateur ici. Lorsqu'on intervient dans une situation compliquée versus une situation complexe. Et je réalise en t'écoutant depuis tout à l'heure que je n'ai jamais fait cette distinction dans la manière de présenter notre intervention en tant que facilitateur. J'ai pas distingué, on est dans une situation compliquée, donc on va intervenir comme ça. On est dans une situation complexe, donc on va intervenir comme ceci. Et notre échange met en lumière l'intérêt probablement dans un certain nombre de cas de distinguer préalablement ces contextes et donc les modes d'intervention, de bien dire, on est dans une situation qui est plutôt compliquée, plutôt complexe, et de ce fait, voici ce que nous proposons. Et je pense qu'intuitivement, on s'adapte en tant que facilitateur, donc on propose des choses qui sont adaptées au contexte, évidemment, parce que c'est quand même là où on apporte une valeur ajoutée, dans cette adaptation. Mais de le clarifier aussi nettement, je pense que ça pourrait probablement être extrêmement aidant, aussi vis-à-vis de nos clients, tu vois, leur aider à prendre conscience d'un certain nombre de choses. Donc c'est... Puis j'aimerais rajouter une chose, c'est que, parce que c'est tout à fait ça, en tout cas l'enjeu, à mon avis, est vraiment dans ce que tu viens de dire, au niveau de la facilitation, de bien comprendre où on est pour mieux déterminer le design de facilitation. Et puis, je pense que, tu sais, au niveau de la facilitation, des fois, on dit la facilitation, c'est pas coacher. Hein? La facilitation, c'est vraiment de mobiliser, de soutenir le groupe dans son cheminement, puis de faciliter, dans le fond, la démarche. Mais je pense que dans les situations complexes, on n'a pas le choix d'introduire un peu de coaching parce que le paradigme est différent, puis les gens ne sont pas familiers à ce paradigme-là. Alors, tu ne peux pas les mettre dans un processus de facilitation émergent sans leur expliquer un peu ce qui va leur arriver, ce qu'ils risquent de ressentir, les enjeux probablement qu'ils vont rencontrer, pour qu'ils puissent apprendre eux-mêmes à mieux naviguer puis mieux se sentir dans cette situation-là. Fait que moi, j'ai introduit un peu du coaching. Tu sais, dans une situation compliquée, les gens sont habitués de fonctionner comme ça. Mais dans le complexe, je pense qu'il faut peut-être introduire un peu de coaching. C'est à l'échelle du management. La situation complexe, eh bien, le manager, il doit être à la fois un peu manager superviseur, coach et facilitateur. Et donc, voilà, mais je pense aussi d'intervention. Oui, mais un facilitateur pur, là, qui n'est pas manager, là, qui vient, je pense aussi qu'il doit... sinon, il va avoir un enjeu de paradigme. Plus précisément, ce que je comprends dans tes propos, c'est de dire que le dispositif d'accompagnement du client dans une situation complexe doit allier plusieurs compétences et pas simplement des compétences en facilitation ou pas simplement des compétences en coaching. C'est ça, alors, exactement. Marie, dernière question. Oui. On arrive à la conclusion. Ce serait quoi ton mot de la fin, ton invitation à l'action, ton dernier conseil? Qu'est-ce que tu voudrais livrer en conclusion à ceux qui nous ont écoutés ici? Moi, ce que je veux livrer, c'est l'importance qu'on a tous de réfléchir et de faire de la recherche, de s'améliorer au niveau de notre pratique de facilitation, de poursuivre dans cette réflexion-là qu'on a eue tous les deux, parce que sincèrement, parce que là, on a parlé d'un point de vue organisationnel, mais sincèrement, je pense que notre humanité va rencontrer de plus en plus de problèmes complexes. Qu'on parle,
tu sais, qu'on parle d'enjeux socio-sanitaires, d'enjeux économiques, d'enjeux environnementaux, on va rencontrer de plus en plus de problèmes complexes, puis on n'est pas vraiment équipé, puis on n'est pas vraiment préparé à y faire face, puis que la facilitation, c'est vraiment, à mon point de vue, un levier fort important pour s'aider tout le monde à traverser les différents défis qu'on va avoir à relever dans les prochaines années. Fait que moi, là, dans le fond, mon mot de la fin, c'est, je dis souvent que mes valeurs à moi, là, c'est l'amour, l'espoir, puis la solidarité. Puis je pense que j'ai envie de me rattacher à ça en disant, on est capable ensemble de se préparer, puis d'acquérir les qualités, les compétences, les attitudes nécessaires pour traverser les situations complexes qu'on va avoir à relever dans l'avenir. Merci beaucoup, Marie. Ça fait écho à la raison qui a motivé la création de Formapa, hein, il y a 11 ans. C'était après la crise 2008. J'ai raconté cette anecdote pour la première fois il n'y a pas très longtemps publiquement et plusieurs personnes me l'ont fait remarquer. Et c'est la raison. Crise 2008, première fois on a une crise systémique d'ampleur aussi importante, en tout cas depuis, on va dire, 73, tu vois. C'était 73, je crois, oui, la crise du pétrole. Et de fait, je me suis dit, mais dans un monde où on est tous autant, où nos destinées sont autant mêlées les uns aux autres, il va falloir qu'on procède autrement et qu'on travaille autrement. C'était tu vois, des vecteurs de motivation de la création de Formapa. Et ce qui explique pourquoi, depuis, ça ne nous a jamais lâché de vouloir former un maximum de facilitateurs, en plus d'intervenir pour nos clients, parce qu'on a besoin d'être nombreux pour intervenir dans tous les rouages de la société. Merci beaucoup, Marie. C'était la fin de notre format CAPS, le format d'interview sur les sujets limitrophes à la festation et puis comment on les combine. Et puis, je trouve qu'on a fait un échange assez intéressant. En tout cas, pour moi, c'était vraiment, vraiment riche de t'écouter, d'échanger avec toi. Ça apportait vraiment un éclairage nouveau. Donc, je te remercie. Et puis, j'espère que ceux qui nous écoutent trouveront aussi des pistes de recherche personnelle à explorer. Ben, À merci bientôt, beaucoup. Marie. Merci, Jean-Philippe. Je suis vraiment contente d'avoir eu cet entretien avec toi. Merci à tout le monde pour ceux qui auront écouté l'entretien. Puis écoute, le partage peut continuer, hein? Il n'y a rien qui nous empêche, tout le monde, de rester en contact et de réfléchir à ces questions-là ensemble. Absolument. Merci, Marie. À très bientôt. Merci.